C'est l'un des monuments préhistoriques les plus importants d'Europe et l'un des plus mystérieux. On a écrit tellement de choses sur Stonehenge. Chacun y va de ses hypothèses, certaines très perspicaces, d'autres un peu loufoques. Mais un homme pense avoir trouvé la clé du mystère. Car sous les mégalithes de Stonehenge se cachent des restes humains. Le professeur Mike Parker Pearson et son équipe viennent d'obtenir l'autorisation de les mettre au jour et de les analyser. Nous allons suivre ces travaux, une enquête sur le terrain qui remet sérieusement en question tout ce que l'on croyait savoir de Stonehenge. À commencer par la date de sa construction. Nous verrons que le monument que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le Stonehenge originel. Et qu'il fut jadis le lien qui unissait toutes les îles britanniques. Nous verrons également pourquoi ce cercle de pierre légendaire a fini par perdre son aura. L'histoire insolite des morts de Stonehenge commence en 1919. L'archéologue William Hawley et son équipe réalisent alors des fouilles au pied du monument préhistorique le plus célèbre de Grande-Bretagne. Ils découvrent alors un cercle extérieur constitué d'une série de trous. Plusieurs de ces cavités recèlent un étonnant secret, des ossements humains. En creusant, William Hawley est tombé sur de nombreux restes de crémation. Ne sachant qu'en faire, il les a laissés à son assistant, qui les a mis dans des sacs en toile de jute, puis réenterrés en 1935. L'équipe de Mike Parker Pearson n'a obtenu que récemment l'autorisation de les exhumer. L'assistant de William Hawley avait enseveli tous les ossements dans un seul de ces trous, et il n'y a pas eu de nouvelle excavation depuis. Mike et son équipe ne savent pas à quoi s'attendre. Le seul indice qu'ils possèdent est une note dans un vieux carnet des années 1930. Les restes ont été réenterrés sous une plaque. En creusant, nous sommes tombés sur une plaque métallique sur laquelle l'assistant de Hawley avait fait graver « Ici gisent les ossements du peuple de Stonehenge ». Mais cette inscription cache une surprise dont il se serait bien passé. Ça n'aurait pas pu être pire. L'assistant de Hawley a encore compliqué cette énigme préhistorique déjà difficile à résoudre. On espérait qu'il avait enterré individuellement les fragments correspondant à chaque squelette, mais tout était mélangé. On s'est retrouvé face à une multitude d'ossements en vrac. On a compris que ça allait être très long et très compliqué de faire le tri. Les membres de l'équipe recueillent les os avec le plus grand soin, puis les transportent jusqu'au laboratoire. En examinant de plus près le trou qui les contenait, Mike parvient rapidement à une conclusion qui remet en cause l'histoire de Stonehenge telle qu'on l'a écrite. Le plus emblématique des monuments préhistoriques britanniques se présente sous la forme d'un cercle central constitué de gros blocs de grès sarcène surmontés de linteaux. Et à l'intérieur de ce cercle se dressent des pierres plus petites connues sous le nom de pierres bleues. Jusque-là, on considérait que toutes ces pierres avaient été érigées à la même période, vers 2500 avant Jésus-Christ. Mais la découverte de Mike change la donne. Cette surface est lisse et plane, faite de petits éclats de calcaire, alors qu'autour, ce sont des morceaux plus grossiers. La roche présente des signes d'usure qui ne peuvent avoir été provoqués que par une masse extrêmement lourde.
Si vous dressez une très grosse pierre à l'intérieur d'un trou comme celui-là, le calcaire est écrasé et s'effrite. On dirait que la pierre était placée là, exactement. Les pierres que l'on dressait à la verticale étaient nécessairement assez minces. Et à Stonehenge, les seules dans ce cas sont les pierres bleues. Selon Mike, les pierres bleues se trouvaient dans les mêmes cavités que les restes humains, c'est-à-dire dans les 56 trous creusés en cercle autour du monument. Était-ce une coïncidence? Mike n'y croit pas. Et l'analyse des premiers ossements en laboratoire montre qu'il a raison. C'est un petit bout d'os entièrement recouvert de carbonate de calcium. Ce qui veut dire que le calcaire environnant a bien adhéré à l'os. Une partie des ossements est broyée et mélangée au calcaire de la sépulture. Aux yeux de Mike, cela signifie que les corps incinérés ont été placés là à la même époque que les pierres bleues. Et pour lui, l'information est essentielle. C'est important car c'est la preuve qu'il y avait une volonté d'associer les restes d'une personne à l'une de ces pierres. Ce sont pour ainsi dire des pierres tombales. La datation des ossements au radiocarbone confirme qu'ils ont bien été enterrés avec les pierres bleues, vers 3000 avant Jésus-Christ. Autrement dit, le monument a 500 ans de plus qu'on ne pensait. Cela a fait vaciller toutes les hypothèses communément admises jusque-là. Les découvertes de Mike prouvent que Stonehenge, connu dans le monde entier sous cette apparence, n'a pas toujours ressemblé à cela. En effet, il y a 5000 ans, bien avant l'édification du cercle intérieur de monolithes géants, le site avait cet aspect-là. C'était un gigantesque cimetière préhistorique. Chaque pierre correspondait à la sépulture de l'un des défunts, dont Mike et son équipe analysent actuellement les ossements. En quoi ces personnages se distinguaient-ils des autres pour bénéficier d'un tel traitement de faveur après leur mort? Maintenant que les fragments d'os sont au laboratoire, Mike et son équipe vont pouvoir procéder à des analyses approfondies. Les voilà face à un puzzle préhistorique de 50 000 pièces. Certains ossements sont difficilement identifiables. Une partie d'entre eux ne sont que des fragments qui ont résisté à la crémation. Mais un expert qui les observe avec soin peut reconnaître un morceau de côte, de colonne vertébrale, de mâchoire inférieure ou de crâne. Premier mystère à élucider. Combien de squelettes ces restes représentent-ils? L'ostéo-archéologue Christy Willis a déjà fait une découverte majeure. Les fragments les plus probants que nous ayons trouvés sont des morceaux d'osselets. Comme nous avons une chaîne d'osselets dans chaque oreille, nous pouvons attribuer chaque paire à un individu. Ils sont faciles à identifier. C'est un os solide, compact, avec un petit trou pour le conduit auditif. Ce petit os va aider Mike et son équipe à évaluer le nombre de corps inhumés. Dès lors, ils pourront réaliser des analyses plus poussées sur chaque individu. La datation au radiocarbone fournira la date du décès des différents membres du groupe et, avec elle, peut-être, des indices sur les liens qui les unissaient. Pour établir l'identité des défunts, Mike Parker Pearson cherche des repères auprès d'autres civilisations néolithiques connues.
Souvent, quand on entend des termes comme âge de pierre ou néolithique, on s'imagine des hommes des cavernes hirsutes brandissant un gourdin. Mais il faut savoir qu'à la fin de l'âge de pierre, les hommes pratiquaient l'agriculture. Ils étaient exactement comme nous au plan anatomique et cérébral. La différence, c'est qu'ils utilisaient des technologies beaucoup plus simples. Autrement dit, ils n'étaient pas primitifs. Seules les technologies qu'ils employaient l'étaient. Une récente découverte, faite à 800 km de là, dans le lac de Chalin, en France, montre combien les hommes de la fin de l'âge de pierre étaient évolués. Les objets repêchés dans l'eau sont bien conservés et au moins aussi vieux que Stonehenge. Apparemment, on trouvait des objets similaires dans toute l'Europe du néolithique. Voyez comme les hommes de l'époque étaient habiles. C'est un bol avec une petite anse. Il est très joliment fait et l'on comprend immédiatement à quoi il servait. Il est en bois, probablement en frêne. Cet objet a près de 5000 ans et l'on croirait qu'il a été fabriqué récemment. Certains de ces ustensiles paraissent très modernes, comme cette louche. On pourrait l'utiliser encore aujourd'hui. On a tendance à imaginer que les peuples du néolithique s'habillaient de manière très primitive. Là encore, c'est une erreur, comme le prouve cette découverte. Les textiles se sont étonnamment bien conservés eux aussi. Nous avons retrouvé une chaussure qui a près de 5000 ans et son état est surprenant. Elle est en fibre de chanvre. On voit bien que c'est une chaussure. Il y a une sorte de couture ici. Bien sûr, elle s'est aplatie avec le temps. J'imagine qu'on glissait le pied là et qu'on rabattait cette partie sur le pied. C'était probablement très résistant à l'époque. Tous ces vestiges de la période néolithique sont le reflet d'une civilisation très avancée. Quel rang les morts de Stonehenge occupaient-ils au sein de cette société préhistorique? Mike et ses collègues envisagent différentes possibilités. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais durant les siècles qui ont précédé la construction de Stonehenge, le sud-ouest de l'Angleterre était un vaste champ de bataille. Les sépultures retrouvées à proximité du site le confirment. Les tombeaux préhistoriques, comme celui-ci, situé à West Kennet, à 24 km, contiennent des indices qui pourraient apporter un éclairage sur l'identité des morts de Stonehenge. L'archéologue Rick Scholting est un spécialiste des conflits de la préhistoire. Voici les chambres funéraires de West Kennet. Elles contiennent les sépultures d'individus du néolithique. La plupart des dépouilles mortelles que nous possédons proviennent de tumuli comme celui-là. C'étaient des sépultures collectives. L'analyse de ces ossements révèle parfois de graves blessures, comme cet énorme trou dans ce crâne. Là, il s'agit d'une reproduction, mais les lésions de ce type sont fréquentes sur les squelettes de cette période. Les champs de bataille préhistoriques regorgent de pointes de flèches et d'autres armes qui en disent long sur la férocité des combats. Il serait donc possible que les corps enterrés à Stonehenge soient ceux d'un groupe de combattants ou de victimes d'une bataille préhistorique. Mais Mike a une autre théorie. En analysant les restes de crémation trouvés à Stonehenge,
l'équipe a découvert 2 indices qui suggèrent que le groupe inhumé là-bas tenait un rang à part au sein de la société néolithique. Ces bagues, taillées dans des os, sont des restes du manche. Cela se présentait comme ça. La partie en bois a disparu depuis longtemps, bien sûr. Mais on peut imaginer quel genre de personne pouvait posséder un tel objet à une telle époque. Ce serait aujourd'hui l'équivalent d'un sceptre ou d'une masse d'armes d'apparat, comme celle utilisée au Parlement à l'ouverture d'une session. La présence d'une masse dans l'une des sépultures de Stonehenge indique que son propriétaire était dépositaire de l'autorité. La deuxième trouvaille fournit un indice de plus sur l'identité des morts de Stonehenge. Parmi les autres objets, nous avons trouvé une petite coupe en céramique, brûlée sur un côté. Il pourrait s'agir d'un encensoir. Cela confirmerait que le défunt détenait une autorité religieuse ou rituelle. Si Mike dit vrai, tous ces restes humains pourraient être ceux des membres d'un ordre religieux ou d'autorité spirituelle du néolithique. Entre-temps, au labo, Christy Willis a fait de nouvelles découvertes qui pourraient contredire ces 2 théories. Ce fragment osseux, apparemment anodin, a en réalité un signe distinctif qui permet d'établir s'il provient d'un corps d'homme ou de femme. Le deuxième os que nous avons identifié le plus souvent est l'os occipital. Nous en avons plusieurs spécimens ici. C'est un os situé à l'arrière du crâne. Très facile à analyser car il est relativement grand. L'équipe va passer au scanner chacun des os occipitaux. La technique de la tomodensitométrie permet de mesurer précisément l'épaisseur de l'os, qui est un indicateur fiable du sexe du squelette. Voici notre premier os occipital. Il se trouve à l'arrière du crâne, c'est ça? Ce sont les différentes couches. En effet, à mesure que l'image se forme, on aperçoit une forte montée. Et si je stoppe l'image à ce stade, on voit que ça redescend tout droit ensuite. C'est là que vient s'insérer le muscle occipitofrontal. Et ça, c'est typiquement un crâne d'homme. Exactement. L'échantillon suivant est très différent du premier. Voici l'os occipital d'une femme. Il apparaît tranche par tranche. Vous voyez ici, la montée est très douce. Et après, ça redescend tout doucement. Ce qui veut dire que nous n'avons pas affaire à un cimetière de moines ni de virils guerriers. Les objets funéraires retrouvés sont peut-être des artefacts religieux, mais Mike sait par expérience que la présence de sujets féminins signifie qu'il est peu vraisemblable que les morts de Stonehenge aient fait partie d'un ordre religieux. Et tout aussi improbable qu'ils aient fait partie d'une armée. On ne peut pas l'exclure catégoriquement, mais il est très rare de trouver des ordres religieux ou des groupes de combattants où hommes et femmes se côtoient. Et comme nous avons affaire à des restes des 2 sexes, ces 2 scénarios sont improbables. Mais alors, qui étaient les morts de Stonehenge? Au laboratoire, l'analyse des os touche à sa fin. Les chercheurs ont identifié 63 corps. Des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Que va en déduire Mike? Les résultats des datations au radiocarbone vont lui permettre de trouver quels étaient leurs liens. Je pense que nous avons affaire à une communauté, des hommes, des femmes et des enfants, sélectionnés suivant certains critères. Une aristocratie, une élite.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient enterrés en tant que communauté. Il doit s'agir de plusieurs familles. Cela nous apprend des choses non seulement sur l'organisation d'un monument mégalithique, mais aussi sur la vie des gens à l'époque. La société n'était pas individualiste, mais communautaire, et plus encore que nous le pensions. Les résultats des analyses font état d'inhumations régulières d'hommes, de femmes et d'enfants entre 3000 et 2800 avant Jésus-Christ. Si Mike voit juste, ces dépouilles incinérées étaient celles de membres de l'aristocratie du Néolithique. Et le cercle de pierre bleue indique l'emplacement de leur sépulture. Leur mémoire est immortalisée par un monument. Mais pourquoi précisément ici, dans cette partie venteuse de la plaine de Salisbury? Qu'a-t-elle de si singulier pour qu'on ait choisi d'y rendre hommage à l'aristocratie préhistorique de manière aussi élaborée? Stonehenge a plusieurs particularités, notamment sa position par rapport au Soleil. Regardez cette reconstitution virtuelle, vous comprendrez pourquoi Stonehenge est l'un des monuments préhistoriques qui déchaînent le plus les passions. C'est un édifice splendide, et son positionnement est un autre aspect très important. Dans ce sens, nous sommes alignés sur le soleil levant le jour du solstice d'été, et dans l'autre sens, sur le couchant au solstice d'hiver. Aujourd'hui encore, au milieu de l'été et de l'hiver, les visiteurs de Stonehenge peuvent voir le soleil levant ou couchant dans l'alignement des pierres centrales. Et ce n'est pas un hasard. Le monument a été conçu dans cette optique. Les solstices étaient très importants à l'époque, car ils permettaient de mesurer le temps. Ils correspondaient aux grandes phases du cycle du soleil. En particulier le solstice d'hiver, qui symbolise le passage d'une année à l'autre. Il n'y a donc rien d'étonnant à trouver dans toutes les civilisations néolithiques, du IVe et du IIIe siècle avant Jésus-Christ, des monuments orientés soit vers le soleil levant, soit vers le soleil couchant au solstice d'hiver. De nombreux ouvrages de la préhistoire avaient cette particularité. Mais Mike a le pressentiment que la situation géographique de Stonehenge possède une composante naturelle qui le distingue d'autres sites de cette époque. La voie ancienne qui mène au monument va en apporter la preuve. C'est l'avenue, la voie processionnelle qui menait à Stonehenge. Elle est délimitée de chaque côté par un fossé et un talus disposés parallèlement. Aujourd'hui, l'avenue est envahie par la végétation et n'est vraiment visible que du ciel. Mais il est communément établi qu'il y avait là, jadis, une large route processionnelle creusée dans la colline qui mène au monument. La particularité de cette voie tient au fait qu'elle existait avant la construction de Stonehenge et qu'elle n'est pas l'œuvre de l'homme. Mike pense que ces formes naturelles datent de la fin de l'ère glaciaire. C'est peut-être l'eau de la fonte des neiges qui a tracé ces lignes curieusement parallèles dans le sol calcaire. Des lignes certainement intrigantes pour les hommes du néolithique confrontés à ce paysage, en particulier lorsqu'ils ont découvert la direction qu'elles semblaient indiquer. Par un extraordinaire hasard cosmique, ces lignes indiquent la direction exacte du soleil couchant au solstice d'hiver. Ils ont dû y voir un message des dieux à l'époque.
C'était peut-être même le centre de leur univers. Dans un monde sans montre, sans horloge ni calendrier, un lieu où le jour le plus court et le plus long de l'année était marqué par un phénomène naturel, était forcément empreint de magie. Pour ces hommes de l'âge de pierre, c'était certainement l'endroit idéal où ériger un cimetière en l'honneur des plus importants d'entre eux. Mais la particularité de Stonehenge ne tient pas uniquement à son emplacement. Elle tient aussi à l'origine de ces pierres. Au grand étonnement des premiers archéologues qui se sont penchés sur la question, les fameuses pierres bleues sont introuvables dans les environs de Stonehenge. Depuis une centaine d'années déjà, on sait que cette pierre bleue, la rhyolite, n'existe que dans une seule région de Grande-Bretagne. À plus de 280 km de Stonehenge, dans l'ouest du Pays de Galles. Mais personne jusqu'ici n'a pu apporter la preuve irréfutable que ce sont bien ces pierres qui ont été utilisées à Stonehenge. L'équipe de Mike entreprend alors des fouilles au Pays de Galles. Ce sont des blocs de rhyolite que vous voyez là. La roche est naturellement délitée en forme de pierre à bâtir. Il n'y a qu'à se servir. Si l'on en sort une devant vous, vous verrez que c'est une réplique exacte des pierres bleues de Stonehenge. On espère que cette carrière est bien celle dont on a extrait quelques pierres pour les emporter à 280 km de là. L'équipe tente d'établir un lien entre cette carrière préhistorique galloise et les pierres bleues utilisées pour construire le Stonehenge originel. L'indice qu'ils cherchaient ne tarde pas à apparaître. Nous avons rouvert un ancien champ de fouilles. Et qu'avons-nous trouvé? Non seulement une carrière avec des artefacts préhistoriques, mais aussi ce monolithe là-bas. Il était prêt à quitter la carrière, mais il est resté là. C'est une chance incroyable. Nous avons la preuve qu'il s'agit, selon toute vraisemblance, de l'une des carrières d'origine des pierres de Stonehenge. Mais si c'est bien le cas, une nouvelle question se pose. Comment les hommes préhistoriques ont-ils pu transporter ces blocs de 3 tonnes sur 280 km, bien avant l'invention de la roue? Cette énigme a suscité de nombreuses suppositions, plus fantaisistes les unes que les autres. Ça fascine les gens d'envisager comment ces pierres ont pu voyager du Pays de Galles à Stonehenge, car ça représente près de 300 km. Certains pensent même que c'était humainement impossible, vu le niveau de développement technologique d'alors, et que seuls des extraterrestres ont pu y arriver. Mike, lui, a une explication nettement plus rationnelle. On a tendance à sous-estimer la puissance de la foi à l'époque. Ce n'est qu'un exemple des déplacements spectaculaires de terre ou de pierre dont les hommes du néolithique étaient capables et auxquels ils aspiraient de tout leur être. C'est l'inconnu manquante dans l'équation. Quand on le veut, on peut déplacer des montagnes. Et ils l'ont fait. Mike veut voir dans cet exploit physique un événement social qui réunissait les hommes autour d'un même dessein. Manifestement, le phénomène naturel à l'origine de Stonehenge
constituait une raison suffisante à leurs yeux pour transporter les pierres bleues sur plus de 280 km et ériger un monument à la mémoire d'une élite. Pendant 500 ans, Stonehenge a ressemblé à cela, jusqu'à ce que commence une deuxième phase de construction. Les bâtisseurs traînent alors de gigantesques blocs de grès sarcène provenant de carrières situées à une trentaine de kilomètres, et le site change complètement d'apparence. Il a fallu une main-d'œuvre considérable pour bâtir cet édifice, qui reste l'un des plus grandioses de toute l'Europe préhistorique. Au total, ce sont 2000 tonnes de pierre qu'il faut extraire, tailler, transporter et ériger pour achever cette phase de construction et donner à Stonehenge l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Jusque-là, les archéologues s'étaient généralement focalisés sur l'exploit technique que représente cette deuxième phase. À 3 km du site, Mike Parker Pearson et son équipe ont découvert que ce monument était bien plus qu'une prouesse technique. Dans l'enceinte de Durrington Walls, des fouilles ont mis au jour une véritable mine d'or archéologique. Les vestiges d'un village vieux de 4500 ans, complété d'une collection stupéfiante de 80 000 fragments d'os d'animaux, ainsi que d'outils, de poteries et de récipients. Il s'agit vraisemblablement du plus grand village néolithique du nord-ouest de l'Europe. Et il se trouve à moins d'1 heure de marche de Stonehenge. Les restes d'animaux retrouvés à Durrington Walls sont en cours d'analyse au laboratoire. Pour commencer, les chercheurs s'attachent à établir à quelle période de leur vie ces bêtes ont été abattues. Les dents des porcs poussent à des moments précis de leur développement. Donc, au vu des dents déjà sorties, nous pouvons déterminer l'âge de l'animal au moment de sa mort. Dans ce cas précis, nous pouvons dire qu'il est mort au cours du premier hiver qui a suivi sa naissance. Les analyses le confirment. La plus grande partie du bétail, né au printemps, était abattue au milieu de l'hiver suivant. Ces ossements nous apprennent que Durrington Walls n'était pas un village ordinaire habité toute l'année. Les gens n'amenaient et ne consommaient leurs bovins et leurs porcs qu'à des périodes spécifiques du calendrier. Nous savons qu'ils habitaient là au moment du solstice d'été et du solstice d'hiver. Des dates qui sont également symbolisées par l'architecture de Stonehenge. Tout porte donc à croire que l'on sacrifiait ces animaux pour célébrer le solstice d'hiver à Stonehenge. Et que ces célébrations ont eu lieu précisément durant la deuxième phase de construction du monument. Durrington était donc un village de bâtisseurs dont la population augmentait à l'approche du solstice, au moment où les ouvriers posaient leurs outils pour faire la fête. Les archéologues y ont également trouvé des milliers de fragments de céramique. Au laboratoire, ces vestiges fournissent des indices sur les festins de l'époque. On n'a commencé que récemment à s'intéresser à l'usage réservé aux récipients préhistoriques. Aujourd'hui, de nouvelles méthodes permettent d'analyser les restes de nourriture incrustés dans la céramique. Oliver Craig se sert d'une technologie conçue au départ pour analyser la composition des aliments industriels. Elle lui permet d'imaginer comment les visiteurs de Stonehenge festoyaient il y a 4500 ans. Sur un paquet de chips aujourd'hui, on vous indique par exemple la quantité de graisse. Ça a été calculé, déterminé. Eh bien, nous employons la même méthode pour analyser ces récipients.
Nous avons entré dans une base de données les différents aliments connus de l'époque. Porc, bœuf, graisse animale. Et ces petits points bleus sont les différentes molécules qui se sont déposées sur le récipient lors de son utilisation. Cela nous montre que l'on préparait les aliments de façon différente et que l'on choisissait le mode de cuisson en fonction du type de viande. Généralement, on cuisait le porc sur la braise et ces récipients servaient à préparer la viande bovine. Bœuf bouilli, porc rôti. Ce qui est intéressant, c'est le contraste avec leur mode de vie quotidien. Tout porte à croire qu'ils se livraient à des festins pantagruéliques. Parmi les nombreux déchets, nous avons trouvé des travers de porc entiers qu'ils n'avaient même pas pris la peine de grignoter. Les pratiques culinaires et alimentaires lors de ces fêtes du solstice étaient manifestement très éloignées du régime quotidien de l'époque. Nous savons désormais ce que les participants aux fêtes de Stonehenge mangeaient. Mais que buvaient-ils ? Nous avons trouvé toutes sortes de résidus d'aliments, de lait, de viande, mais l'alcool ne laisse pas de traces. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils avaient certainement une connaissance approfondie des propriétés de la levure, puisqu'ils cultivaient des céréales depuis 1000 ans. Alors, j'espère pour eux qu'ils savaient déjà en faire de l'alcool. Voilà qui compléterait parfaitement le tableau. Mais un mystère demeure pour Mike et son équipe. Quelle était l'ampleur de ces célébrations ? A priori, la densité de population était relativement faible autour de Stonehenge. Alors, d'où pouvaient bien venir ces gens ? Pour la première fois, les scientifiques vont pouvoir analyser en détail les dents du bétail de Dorrington Walls. Ce procédé est assez précis pour révéler d'où venaient les bâtisseurs et les visiteurs de Stonehenge. Ces dents sont essentielles pour nous, car elles livrent des informations sur le régime alimentaire des animaux. Pour commencer, j'extrais une dent, je nettoie la surface, puis j'en prélève un fragment. Comme elles sont vraiment grosses, il est facile d'en découper une toute petite partie. Voici le genre d'échantillon sur lequel nous travaillons. C'est un tout petit bout d'émail. Pour commencer, nous le plongeons dans une solution chimique pour séparer le strontium des autres composants de la dent. Ce qui nous intéresse en tant qu'archéologues, c'est la composition isotopique du strontium. Elle nous fournit des informations sur l'endroit où l'animal se trouvait lors de la formation de sa dentition. Les isotopes du strontium varient d'un lieu à l'autre. Ils ont chacun une empreinte génétique unique. Et ces atomes transportés par l'eau dans l'organisme se stockent dans les dents et les os. Leur analyse en laboratoire peut permettre d'établir l'origine de chaque animal et par conséquent la distance que ses propriétaires étaient prêts à parcourir pour participer aux célébrations de Stonehenge. C'est une carte des isotopes du strontium ? Oui, elle indique les différentes compositions isotopiques du strontium en Grande-Bretagne. Dorrington Walls est là, dans la zone bleue. Bleu clair, oui. Donc, chaque animal élevé là, vous voyez, oui, ou dans les environs, devrait être associé à la couleur verte ou bleue. Exactement. Mais si l'on regarde les résultats que nous avons obtenus... Ah oui, de l'orange et du rouge. D'où venait-il alors ? Il devait venir de beaucoup plus loin. On voit bien sur la carte que ces valeurs très élevées correspondent essentiellement à l'Écosse, en raison de l'âge des roches. Mais c'est l'autre bout du pays, vu d'ici. Oui. C'est vraiment incroyable. Oui. Ce procédé révèle un fait extraordinaire. À l'époque, on venait de toute la Grande-Bretagne
pour travailler et festoyer à Stonehenge. Mike pense que certains visiteurs venaient même des Orcades, situées à l'extrême nord des îles britanniques. Les os de bétail, le style des poteries, nous suggèrent qu'il y avait là un lien entre le lointain archipel des Orcades et Stonehenge. Cela représente une distance de plus de 1000 km. Il fallait certainement un mois pour faire le trajet à pied et en bateau. Même aujourd'hui, c'est un voyage d'une journée. Or, il faisait l'aller et le retour. C'était un véritable exploit de descendre avec leurs bêtes jusque dans le sud pour y rejoindre tous les autres. La capacité de Stonehenge à attirer des visiteurs de toutes les régions des îles britanniques semble indiquer que ce monument était le point de rassemblement le plus important de toute la Grande-Bretagne préhistorique. Au vu des éléments trouvés à Durrington Walls, Mike estime que les fêtes du solstice de Stonehenge rassemblaient jusqu'à 4000 personnes. Un chiffre considérable quand on sait que la Grande-Bretagne ne comptait que quelques dizaines de milliers d'habitants à l'époque. Les célébrations du solstice d'hiver de Stonehenge étaient-elles le premier événement culturel pan-britannique de l'histoire? Grâce à ces découvertes, Mike a désormais une idée assez précise de leur déroulement. Il pense que les festivités commençaient au village des bâtisseurs, à Durrington. Après le festin, les participants formaient une procession et remontaient la voie qui menait jusqu'à Stonehenge. Sur place, ils rendaient hommage aux morts et observaient le solstice d'hiver entre les monolithes alignés. Ce devait être un événement extraordinaire, car il n'y avait jamais eu de rassemblement de cette ampleur auparavant. On peut imaginer l'euphorie que ça générait. Nous n'avions encore rien vu de comparable. À l'époque, Stonehenge est de loin le monument le plus important du pays. On y vient de partout pour travailler, pour des fêtes et des célébrations communes. Mais les jours du centre spirituel de la Grande-Bretagne sont comptés. En l'espace de quelques années, un événement va se produire qui transformera la civilisation britannique pour toujours. L'analyse des débris d'animaux et des céramiques indique que les festivités se sont arrêtées brusquement. Durrington Walls devient une cité fantôme. La datation au radiocarbone nous a permis d'établir que le village n'a été occupé que durant 45 ans environ, autour de 2500 avant Jésus-Christ. Dès lors, Stonehenge n'est plus le cœur de la communauté. Les festivités autour du site cessent. Quelle peut bien être la raison de ce changement dans les coutumes d'une nation tout entière? Mike Parker Pearson pense que la réponse est enterrée depuis des milliers d'années avec la dépouille d'un guerrier. Ces ossements découverts près du monument sont très différents des minuscules fragments trouvés dans les autres sépultures. Ils n'ont pas été incinérés. C'est l'une des tombes les plus célèbres de la préhistoire, celle de l'archer d'Amesbury. Elle marque une rupture profonde dans les pratiques mortuaires de la Grande-Bretagne préhistorique. Il devait être quelqu'un d'important, car il a eu de grandes funérailles. Auparavant, on incinérait les morts et on les enterrait sans offrande funéraire. Lui avait une centaine d'objets avec lui. C'est la sépulture la plus riche de cette période.
Cette mutation dans les rites funéraires ne reflète pas seulement une évolution sociale. Elle marque l'apparition d'une culture entièrement nouvelle en Grande-Bretagne, celle du peuple dit campaniforme. On parle de sépulture campaniforme du fait de la présence de ce gobelet en forme de cloche. En Grande-Bretagne, ces céramiques typiques ne sont apparues qu'après l'érection des blocs Sarsen à Stonehenge, donc après 2500 avant Jésus-Christ. Cette nouvelle civilisation respecte toujours Stonehenge. L'espace qui entoure le monument reste réservé aux sépultures les plus importantes. Mais les rites d'inhumation ont changé. Voici un tumulus de l'époque campaniforme. Il a été érigé vers 2000 avant Jésus-Christ. On y enterrait le corps sans l'avoir incinéré, puis on élevait un monticule de terre par-dessus. Nous savons que Stonehenge était important pour les populations campaniformes. Leurs tumuli sont disposés tout autour, le long de la ligne d'horizon. C'est une preuve visible de l'importance du site des siècles après sa construction. Mais la façon dont ils positionnent leurs morts diffère fondamentalement des pratiques funéraires antérieures. Les restes des 63 dépouilles incinérées de Stonehenge sont placés en cercle, si bien qu'aucune sépulture n'est mise en valeur par rapport aux autres. À l'époque campaniforme, on honore les défunts d'une toute autre manière. Les 63 corps de Stonehenge sont inhumés au sein d'un seul et même monument. Celui-là a été érigé pour une seule personne. Autrement dit, cette nouvelle culture privilégie la notion d'individu à celle de communauté. Mais qui sont ces mystérieux campaniformes et d'où viennent-ils? Pour Mike et son équipe, c'est une aubaine qu'ils n'aient pas été adeptes de la crémation. Ainsi, leurs restes sont intacts et les archéologues peuvent analyser avec précision les isotopes chimiques inscrits dans leurs dents et leurs os pour déterminer leur origine. C'est la plus grande étude de ce type jamais réalisée. Les chercheurs s'apprêtent à percer le secret de 360 sépultures campaniformes britanniques. Nous extrayons différents résidus chimiques susceptibles de nous renseigner sur le type de climat dans lequel ils vivaient, la nature du sol et leur régime alimentaire. Toutes ces informations nous permettent de reconstituer leur cadre de vie. Ainsi, nous pouvons déterminer si l'individu vient d'une région proche ou de plus loin. Mike va enfin connaître l'origine des campaniformes, à commencer par le plus célèbre d'entre eux. L'archer d'Amesbury se démarque du groupe de plus de 300 individus mis au jour en Grande-Bretagne. Les résultats montrent qu'il a grandi sous un climat froid, plutôt continental, donc pas en Angleterre, plutôt en Europe, dans la région des Alpes. L'archer d'Amesbury semble originaire d'Europe continentale. L'analyse de ses dents révèle des isotopes que l'on retrouve surtout dans les régions alpines. Il a donc passé la première partie de sa vie autour de ce qui est aujourd'hui la frontière franco-suisse. A-t-il participé à l'invasion des îles britanniques? D'autres résultats vont à l'encontre de cette thèse. Voilà l'homme de Shrewton. Que disent ces isotopes? Qu'il a probablement grandi dans les South Downs. C'était un gars d'ici alors? Oui. Au vu des analyses, d'autres représentants du campaniforme sont nés et ont grandi en Grande-Bretagne, ce qui suggère qu'ils avaient intégré des éléments d'une culture venue d'ailleurs.
De nouveaux résultats confirment la tendance. À cette période de la préhistoire, de nombreux natifs des îles britanniques ont adopté des pratiques continentales. En quoi alors cette culture les a-t-elle séduits au point de se détourner de Stonehenge et de leurs traditions ancestrales? Mike pense que la réponse pourrait se trouver dans les offrandes funéraires des sépultures campaniformes. Ce poignard est intéressant. Il est en cuivre, un matériau brillant et nouveau à l'époque. Avant cela, personne ne connaissait le métal en Grande-Bretagne. C'est un tout petit couteau et ce n'était certainement pas une arme très efficace. C'était plutôt un signe extérieur de richesse. Ce produit d'importation a dû faire beaucoup d'effet à ceux qui l'ont vu pour la première fois. Car depuis des millénaires, les populations britanniques ne connaissaient que la pierre, des outils rudimentaires et des armes grossières. Cette nouvelle substance étincelante et façonnable apportée par les campaniformes continentaux a dû leur paraître magique. Effectivement, le métal va transformer à jamais la structure sociale du pays. Dès lors que vous possédez du cuivre ou de l'or, vous pouvez faire valoir votre supériorité. C'est le début de la culture bling-bling. Pour Mike, cette découverte est l'apothéose de 30 années de recherche. Les campaniformes étaient la dernière pièce qui lui manquait pour reconstituer le puzzle. Peu après 2500 avant Jésus-Christ, cette nouvelle culture plus individualiste, avec ses signes extérieurs de richesse, génère déjà des changements fondamentaux dans l'Angleterre préhistorique. Elle éclipse la culture communautaire, qui réunissait jadis des hommes, des femmes et des enfants venus de toutes les îles pour célébrer le solstice. Et elle fait perdre son aura à Stonehenge. L'arrivée de la culture campaniforme met fin à l'âge de pierre. Elle annonce l'âge de bronze et modifie les rapports entre les hommes. Alors que Stonehenge tombe en ruine, une nouvelle ère commence, celle de l'individu.